Bienvenue dans la semaine en France. On va d'abord s'arrêter sur un rapport présenté cette semaine au Conseil de défense, un document de plus de 70 pages sous le titre « Frères musulmans et islam politique en France ». Les auteurs du texte décrivent un entrisme islamiste. Laurence Naon en résume les grandes lignes et on fera ensuite réagir. Notre invité du jour, c'est vous, Aurore Malval. Bonjour à vous. Bonjour. Rédactrice en chef du site Marianne. On regarde le sujet, Aurore, et on en reparle. Sous l'œil des caméras, Emmanuel Macron et son ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau se rendent à pied au Conseil de défense. Un rendez-vous rare et solennel pour évoquer ce rapport. 75 pages sur l'influence des frères musulmans en France. Ce document évoque le danger d'un islamisme très militant qui représenterait une menace pour la cohésion nationale. Mais qui sont les frères musulmans ? La confrérie est née en Égypte en 1928. Son créateur s'appelle Hassan El-Banna. Son but, faire respecter les règles d'un islam ultra-conservateur. C'est une confrérie qui prêche une islamisation de la société. Le Coran contient tout, c'est une constitution, c'est un principe de foi, c'est une organisation sociale, etc. Ce qui est faux. Mais on considère que seul document valable est le Coran. Cantonné dans un premier temps dans le monde arabo-musulman, le mouvement s'exporte ensuite en Europe, en France dans les années 80. Aujourd'hui, quels sont les réseaux des frères musulmans dans notre pays ? 139 lieux de culte seraient affiliés à la confrérie. Cela représente 7% des mosquées en France, mais plus de 90 000 fidèles fréquenteraient ces lieux. Et la présence des frères musulmans ne se limite pas à la sphère religieuse. Le rapport fait état d'une mouvance tentaculaire qui pénètre tous les pans de la société. Les écoles, les clubs de sport et les associations caritatives. 280 associations sont rattachées à la mouvance et elles visent aussi le pouvoir politique local. Dans la perspective des élections municipales, le danger, ce ne sont pas tant les listes communautaires, qui sont très restreintes, mais plutôt les communautaires dans les listes, qui cherchent là aussi à être présents sur des listes, à se faire élire pour ensuite obtenir tel ou tel bénéfice pour une association, l'extension d'un lieu de culte radical. Quelle est la menace ? Le rapport ne fait pas état d'un risque d'action violente ou armée. Il ne produit pas non plus de documents prouvant que la mouvance veut imposer la charia en France. Mais il évoque un risque de déstabilisation. L'Association des musulmans de France, identifiée par le rapport comme étant la branche de la confrérie en France, se défend. Nous rejetons fermement toute allégation qui tenterait de nous associer à un projet politique étranger ou à une stratégie d'entrisme. Emmanuel Macron a demandé à son gouvernement de lui faire des propositions qui seront examinées en juin. Aurore, le président de la République aperçut à l'instant la fin de ce sujet. Dit-on, s'est montré plutôt agacé juste après la présentation de ce rapport en Conseil de défense en début de semaine, agacé notamment contre son ministre de l'Intérieur. Oui, tout à fait. Effectivement, la façon dont ce rapport a été d'abord publié dans la presse, des extraits ont fuité avant le Conseil de défense qu'Emmanuel Macron avait convoqué. Évidemment, ça n'a pas plu au président de la République. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien qu'autour de ce rapport, il y a d'abord des stratégies de communication qui s'affrontent. On a d'un côté donc Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui a fait d'ailleurs du combat contre les frères musulmans, de cette lutte contre ce qu'il appelle l'entrisme islamiste, une stratégie politique. Et effectivement, il l'a fait fuiter, ce rapport. Il ne s'en cache pas d'ailleurs vraiment, car il a immédiatement commenté avec des mots d'ailleurs très très durs. On le verra un peu plus dur encore que ce qui est présenté, que les conclusions du dit rapport. C'est-à-dire que Bruno Retailleau, lorsqu'il le commente, il dit que les frères musulmans visent à imposer la charia en France. Et effectivement, Emmanuel Macron, qui veut montrer aussi que le président de la République, même dans cette période compliquée d'isolement pour lui, sans majorité à l'Assemblée nationale, avec un gouvernement qui n'est pas à sa main, voulait communiquer justement sur ce qu'il considérait comme être un peu le troisième volet de sa lutte contre l'islamisme depuis son premier quinquennat en 2017. Donc on voit bien dans la façon dont Emmanuel Macron a mis en scène aussi ce recadrage en Conseil des ministres. Il a fait savoir qu'il était fâché.
aussi. Pardon. C'est une forme de communication aussi. C'est une forme de communication aussi, évidemment. L'Élysée, d'ailleurs, pourquoi il dit les propositions qui me sont faites ne sont pas à la hauteur, revenons en juin, c'est aussi pour reprendre la main sur un planning, sur un timing de communication politique. Il y a, vous le disiez, alors le ministre de l'Intérieur qui met en garde contre une volonté d'imposer la charia. Or, on sait que la confrérie des frères musulmans est en recul, en Europe notamment. Ce qui nous amène, Aurore, à l'essentiel. Comment est-ce qu'il a été préparé, ce rapport? Qui en sont les auteurs et qu'est-ce qu'il décrit en réalité? Alors, ce rapport, il a été commandé il y a plus d'1 an. D'ailleurs, ce n'était pas Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, hein, c'est sous Gérald Darmanin qu'il est commandé. Ce sont les auteurs, ce sont des hauts fonctionnaires, pour l'un qui est préfet, l'autre qui est un ancien diplomate qui a exercé d'ailleurs dans plusieurs pays arabo-musulmans. Qu'est-ce que décrit exactement ce rapport? Alors effectivement, il est centré sur la question de l'entrisme islamiste. Donc c'est quoi l'islamisme? C'est l'islam politique. C'est-à-dire que ce rapport, ce qu'il présente, c'est effectivement une volonté justement de l'islam qui est pensé à la fois en tant que religion et système politique, d'infiltrer finalement un certain nombre de structures sur le territoire derrière vous français. Pour illustrer le propos. Voilà, alors des chiffres effectivement qui peuvent sembler dérisoires, hein. On parle à peu près de 7% justement des lieux de culte qui seraient à la main des frères musulmans. Effectivement, le rapport d'ailleurs est assez prudent, hein. J'insiste, il est en préambule, il dit justement qu'il faut s'attacher à ne pas surestimer ce phénomène. Et il évoque aussi un certain nombre de choses qui sont, je dirais, un petit peu parallèle en tout cas à l'influence des frères musulmans. Il parle un petit peu notamment des réseaux sociaux, de l'influence justement de ces influenceurs, de ces imams sur TikTok ou Instagram, toute cette nébuleuse, mais effectivement qui, elle, n'est pas directement rattachée aux frères musulmans, qui d'ailleurs bien souvent n'a rien à voir avec. Ce rapport cible aussi les frères musulmans parce que on peut penser qu'il est plus simple de s'en prendre à une organisation que justement je dirais une grande variété en fait d'entrisme ou justement de groupes rigoristes qui prônent un séparatisme et justement qui tentent de radicaliser dans leur pratique en fait des musulmans. Parce que c'est ça finalement ce que décrit le rapport aussi, c'est que ce frérisme d'atmosphère un petit peu viserait à étendre un contrôle social sur les musulmans de France pour faire en sorte qu'en fait ils pratiquent leur religion de manière plus rigoriste. Et dans tous les cas, une des conclusions, c'est que les solutions et les recommandations formulées ne conviennent pas pour l'heure, puisqu'un nouveau point se fera en juin prochain et on y reviendra peut-être d'ailleurs avec vous-même sur ce plateau. Au chapitre justice maintenant, Aurore, les réquisitions dans le procès de Joël Le Squarnec du nom de ce chirurgien accusé de viol et d'agression sexuelle sur au moins 299 personnes. La plupart étaient encore mineurs au moment des faits. L'avocat général a plaidé à la peine maximale de 20 ans de réclusion. Le verdict est attendu le 28 mai prochain. Aurore, d'une certaine manière, ce procès il a aussi révélé de nombreuses défaillances au niveau institutionnel. On sait que le chirurgien avait été condamné déjà en 2005. Tout à fait. En 2005, Joël Le Squarnec est condamné par un tribunal correctionnel pour justement des détentions d'images pédopornographiques. Et malgré cela, et c'est ça qui, lorsqu'on suit ce procès qui est quasiment incompréhensible, malgré cela, il a été autorisé à exercer. C'est-à-dire que cette condamnation, l'ordre des médecins était au courant, de nombreuses instances étaient au courant, et pourtant l'ordre des médecins, justement, à l'unanimité, lui a permis de continuer à exercer. Donc là, effectivement, se pose un problème, je dirais, qui dépasse l'horreur des actes commis par Joël Le Squarnec et le caractère absolument effarant du nombre de victimes et de leur souffrance, mais c'est vrai que c'est un dysfonctionnement total. Alors on voit bien d'un côté que l'ordre des médecins apparaît quand même assez visé dans cette affaire parce que non seulement il n'a rien fait, mais en plus il a couvert. Et on voit bien que l'ordre, comme tout ordre finalement, s'organise pour se protéger, non pas pour venir écouter la parole des victimes et pour prendre des mesures, mais pour essayer, c'est le fameux pas de vague. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans l'affaire Le Squarnec. On a entendu lors de ce procès aussi un lanceur d'alerte, un médecin psychiatre qui avait, lui, eu vent d'ailleurs de cette condamnation et qui a essayé d'alerter et lui a dit, sa hiérarchie lui a dit très clairement, ce serait mieux que vous n'en parliez pas trop. Et pas aussi fort. Donc voilà, c'est tout un système, effectivement, et aussi la question, je dirais presque, de l'hôpital qui est mis en accusation, et parce que
Ils ont choisi de ne pas, finalement, de ne pas se priver d'un médecin alors qu'ils savaient. Et ça, effectivement, c'est quelque chose sur lequel l'ordre des médecins, la médecine, l'organisation devra se pencher à l'avenir. Merci beaucoup, Aurore Malval, rédactrice en chef du site. Marianne, merci d'avoir réagi sur ce plateau. L'actualité de cette semaine en France aussi, ce sont ces images du département du Var, une région meurtrie après de violents orages et des pluies intenses cette semaine. Au moins 3 personnes ont perdu la vie dans ces intempéries. À l'approche de la saison estivale, le défi de la reconstruction est posé. Illustration dans la commune du Lavandou. Une plage privée de touristes. Interdite à la baignade pour 3 semaines, le temps de remettre en état la station d'épuration. Dans ce quartier du Lavandou, on est bien loin de l'ambiance printanière habituelle. Les pluies torrentielles d'il y a 2 jours ont touché la plupart des commerces. Dans ce restaurant, la cave, les stocks, le matériel, tout a été inondé. Ça fait 30 ans que je suis là. J'ai eu des orages violents, mais comme ça, jamais. Là, on va perdre le week-end de la fête des mers, le week-end prochain aussi. Mais après, la saison, elle va redémarrer. Il faut que les touristes jouent au jeu et qu'ils viennent, quoi. Rouvrir au plus vite, c'est l'objectif partagé par tous les commerçants sinistrés. Devant cette boutique d'articles de plage et de vêtements, des bénévoles s'activent pour nettoyer. Donc on essaie de trier tout par modèle. Mais à l'intérieur, les dégâts sont importants. On a depuis le premier, voilà, ça tombe tout. Vraiment, le magasin était plein, donc on avait tout acheté pour toute la saison. Donc racheter maintenant, tout dépend si on est vite remboursé. Dans cet hôtel en bord de mer, la piscine et le parking sont détruits. Plus haut, plusieurs campings ont été presque entièrement ravagés. Mais pour le maire du Lavandou, la saison estivale n'est pas compromise pour autant. Elle va se faire, j'ai confiance. La vie reprend très vite, c'est là derrière nous juste. Donc la vie reprend, on fait tout ce qu'il faut. Et les gens vraiment nous donnent cet allant, donnent cette force. L'électricité est déjà rétablie partout. L'eau courante devrait aussi revenir dans le week-end. Le maire estime le coût des travaux les plus urgents à 10 millions d'euros, notamment pour réparer les routes, sécuriser le littoral. Le prix à payer aussi pour sauver la saison touristique. Tout autre chose, notez ce week-end le coup d'envoi du 2e grand chelem de tennis de l'année, le tournoi Roland-Garros, les meilleurs joueurs du monde prêts à se défier. Et une question qui, pour succéder à Carlos Alcaraz et Iga Swiatek, réponse dans 2 semaines. On se quitte là-dessus. Merci de votre attention.